Bonjour et merci à tous d'être venus à mon premier talk. Donc, comme certains le savent, j'ai créé en jeu vidéo et j'ai pas été de façon dire commune. J'ai fait pas mal de choses. Je vais vous montrer. Ça a duré. C'est un projet que j'ai depuis plusieurs années. Je dirais même jusqu'à plus de 10 ans. On va voir pourquoi. Donc, voilà, la présentation elle se découpe en trois parties. La première partie, je vais présenter un peu mon jeu vidéo. Qu'est-ce que j'ai vraiment créé, qu'est-ce que j'ai développé, qu'est-ce que j'ai fait en fait pendant toutes ces années. Et deuxième partie, je vais expliquer un peu comment fonctionne une carte graphique de façon assez high level, mais au moins montrer un peu les bases, on va dire. Et ensuite, je vais utiliser mon jeu pour, on va dire, débugger une image de mon jeu et voir comment ça se passe, comment on affiche des ombres, comment on fait l'éclairage dans un jeu vidéo, etc. Et sur base de mon jeu, mais en fait, ça représente à peu près pas mal de jeux qu'on a actuellement, même les plus récents, quoi. Donc là, on va commencer par la présentation de mon jeu. Ouais, comme je disais, voilà, j'ai créé un jeu vidéo, donc là, on peut voir une image de mon jeu à l'écran. Donc, c'est un jeu vidéo sur PC, c'est en 3D. Et le type de jeu, c'est un puzzle game. Donc le but, c'est de résoudre des énigmes et en progressant, en résolvant les énigmes, on progresse dans le jeu. Et voilà, pour certaines personnes, c'est satisfaisant de résoudre ces énigmes-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la programmation du jeu. Les assets, ça comprend pas mal de choses. Bon, il y a les modèles 3D. Bon, on peut regarder sous l'image, ils sont pas forcément très beaux, mais honnêtement, je suis pas artiste 3D. Mais bon, voilà, j'ai voulu les faire moi-même. Et bon, il y a aussi les musiques, mais là, les musiques, c'est pas moi qui les ai faites. Je suis pas du tout musicien. Et il y a aussi tout ce qui est texture, donc tout ce qu'on peut voir. Donc, le modèle 3D, c'est la forme géométrique. Après, il y a toutes les couleurs qui vont autour. Mais il y a aussi les puzzles, donc imaginez les puzzles du jeu. On va en voir en démo après. Et après, il y a aussi la publication du jeu sur la plateforme Steam. Donc, c'est là où il y a c'est la plus grande plateforme de jeux vidéo que je connaisse dans le monde. Et aussi, j'ai fait la partie marketing. Bon, ça me plaisait un peu moins bien, c'est pas forcément une réussite, mais voilà. Ici, ce qu'on va s'intéresser, c'est plutôt à la partie programmation, quoi. Mais il y a un truc en créant un jeu vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que en jeu vidéo, il y a plein de bases communes entre tous les jeux vidéo. Par exemple, l'affichage des ombres, tous les jeux vidéo, ils affichent des ombres, ou la plupart en tout cas. Et il y a l'éclairage aussi qui est commun à tout ça. Et donc ça, c'est supporté par ce qu'on appelle le moteur de jeu. Et c'est là où je suis dans un flow qui est vraiment pas commun, c'est que j'ai créé mon propre moteur de jeu. Et ça m'a pris, je crois, plus d'une dizaine d'années. Bon, après, c'est toujours découpé en soirée, quand j'ai un peu de temps, passion. Parfois, il y a des mois où je travaille pas dessus. Et en moteur de jeu, ça représente quoi? Il y a la partie graphique, on va dire. Donc ça, c'est vraiment l'affichage comment on affiche un modèle 3D à l'écran, comment on affiche les ombres, l'éclairage. Et c'est justement un peu le topic d'aujourd'hui, c'est un peu discuter un peu de cette partie-là, quoi. Mais en moteur 3D, ça comprend aussi un moteur physique. Donc quand on se balade dans un monde 3D, il faut que le personnage soit arrêté par les murs. Si un objet qui tombe du ciel, il faut qu'il rebondisse. Donc il y a les collisions, réponse des collisions, etc. Bon, il y a aussi la partie son, c'est jouer en son quand un personnage arrive, je sais pas, il passe à travers une porte ou des choses comme ça, on joue en son, ou il fait une action, on joue en son. Il y a aussi toute la partie intelligence artificielle, donc c'est souvent du pathfinding, donc trouver le chemin par exemple pour des ennemis et comment on trouve ça dans un monde 3D. Donc voilà. Et puis après il y a plein d'autres petites choses, par exemple un map editor donc, qui permet de créer ce monde 3D là, parce qu'on ne place pas les objets de façon programmatique, on ne peut pas donner les coordonnées de chaque objet, il faut quand même avoir un visuel pour voir le retour en direct, quoi. Donc voilà, c'est énormément de développement et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Et le jeu en lui-même m'a pris peut-être un an de développement, un an et demi à peu près. Mais c'est surtout le moteur 3D qui m'a pris énormément de temps. Et donc je l'ai développé en C++, c'est comme un langage très commun dans les jeux vidéo, parce qu'on veut vraiment de la performance pure. En jeu vidéo, il faut se dire, à l'heure actuelle, on s'attend à avoir les minimums, on va dire 60 images par seconde. Ça veut dire qu'à chaque image, on fait des calculs, donc c'est 16 millisecondes. Donc il faut vraiment aller très très vite. Et donc il y a pas mal d'astuces d'optimisation. On apprend beaucoup dans les jeux vidéo, quoi. Et pour l'affichage 3D, j'utilise une API, c'est Vulkan. Je ne suis pas sûr que ça soit très connu, mais il y en a peut-être qui sont plus connus, c'est OpenGL ou DirectX. Donc DirectX, c'est plutôt Microsoft.
Et OpenGL, bah, ça a un peu vieilli. C'est fait par Chronos. Et ils l'ont dit récemment, mais c'est quand même 5 ans, je crois, qu'ils l'ont remplacé par Vulkan, quoi. Donc voilà. Et en plus, mon moteur est open source, donc si vous voulez consulter. Voilà. Bah, du coup, on va passer à la démo de mon jeu pour voir un peu de quoi il retourne, hein. Ça va. Petite démo de quelques minutes. Donc, là, je vais vous présenter un niveau qui est un niveau assez simple, hein. C'est vraiment le début du jeu, mais c'est pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Donc, bon, on peut remarquer que les modèles 3D, comme je disais, ils sont très simples. Je suis pas artiste 3D. Et ici, voilà, on a un laser, comme on peut voir. Je sais pas si ça se voit bien, parce que c'est un peu décalé. Ah, la refresh n'est pas terrible. Bon, on va essayer de faire avec. Et donc, en fait, le but, c'est... ici, j'ai un miroir qui redirige le laser à 90 degrés. Bon, il va bientôt apparaître sur l'écran, j'espère. Ça, c'était... Bon, ça va être difficile de présenter un peu le jeu, mais voilà. Un des premiers puzzles, c'est qu'on peut voir qu'à l'intérieur de la vitre ici, on a un autre miroir, parce qu'il nous en faudra un deuxième pour rediriger le laser vers la porte qu'on peut voir ici. Et donc, si on prend le miroir ici, bah, ici, la porte, elle se ferme, on peut voir. Donc, il faut essayer de résoudre l'énigme pour, comment dire, reprendre les miroirs et le faire sortir. Bon, ici, c'est vraiment pas évident à montrer, ça, je l'ai pas prévu. Ok, bah, je vais essayer de faire par à coup. Et, bon, voilà, un peu l'astuce ici, c'est de faire passer le laser dans la pièce ici. Et maintenant, si je reprends le miroir, on peut voir que voilà, il y a l'autre laser qui vient de la gauche. Bon, j'arrive pas à le montrer en direct, qui permet de maintenir la porte ouverte. Et donc, du coup, là, je peux utiliser le deuxième miroir pour rediriger tout ça, quoi. Donc, les couleurs des cubes, du coup, c'est par rapport à quoi? Du coup, les bleus, c'est des miroirs. c'est ça, le bleu, c'est le miroir, l'orange, c'est du support. Ok. Et donc voilà, bon, la démo pas terrible parce que c'était un peu saccadé, mais Non, voilà l'idée en gros, c'est un puzzle game, bon, c'est le tout début, voilà. je fais tous les niveaux ce soir. Ouais, je crois qu'il y a au moins 6-7 heures de jeu pour les plus rapides. Ah, peut-être pas ça. Voilà, donc là c'est en... voilà. Et là c'est en autre niveau, voilà, donc un niveau un peu plus avancé, il y a beaucoup d'autres blocs, mais voilà. Voilà un peu la démo, c'est juste pour vous montrer voilà, ce qu'il y a moyen de faire. Donc, voilà pour la démo. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Mais donc, avant de vous expliquer comment j'ai créé mon jeu, j'ai quand même expliqué comment fonctionne une carte graphique. Donc, en carte graphique, en fait, on va passer par un pipeline graphique, on appelle ça. Et donc, on va exécuter la carte graphique va exécuter différentes étapes. Et ces différentes étapes-là vont permettre d'afficher, ici, dans le cas qu'on va voir, c'est un modèle 3D. Donc, en entrée, il va falloir fournir des informations à la carte graphique. Bon, ici, on va prendre l'exemple dans chat. Donc il va y avoir les artistes 3D qui vont utiliser des logiciels pour définir en chat. Et en chat, c'est quoi? C'est un ensemble de triangles, en fait, donc, tout simplement. Et après, ce chat-là, on va lui donner des couleurs. Donc on va dire pour chaque point des triangles, on va lui demander à quoi ça correspond dans l'image qu'on peut voir ici en dessous. Donc pour lui donner une texture, en gros. Donc ce qu'on va voir à la carte graphique, en fait, c'est tous nos triangles. C'est la texture qu'on peut voir en dessous. Et pour chaque triangle, c'est la coordonnée à laquelle s'applique la texture. Donc voilà, en gros, c'est ça qu'on envoie dans la mémoire de la carte graphique. C'est ce qu'on appelle la VRAM pour vidéo RAM. Et donc là, on arrive vraiment à la première partie de la carte graphique. Et c'est une partie que nous, en tant que développeurs, on peut programmer. Et la première partie, c'est quoi? C'est la carte graphique va nous demander où est-ce qu'on veut afficher les triangles de notre chat sur l'écran. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais en gros, on fait des multiplications matricielles pour déplacer les sommets des triangles au bon endroit. Et donc ici, bon, on a 3 matrices, en gros.
La première ici, c'est le modèle, la matrice du modèle. Et donc ça va nous dire où on veut placer l'objet dans le monde 3D. Donc une coordonnée dans un monde 3D. Mais aussi, une fois qu'on a placé l'objet, on a la caméra. Donc si on se déplace, par exemple, la caméra à gauche, ben, l'objet il va se trouver plus à droite de l'écran. Et donc ça, c'est la matrice de vue qui fait ça. Ça, c'est vraiment la matrice qui représente la position de la caméra, comment on bouge, les rotations, etc. Et puis aussi, en monde 3D, il y a une matrice de projection donc, qui permet de voir que plus un objet est éloigné, plus il est petit, quoi, en gros. Donc ça, c'est vraiment un code source qui est exécuté par la carte graphique pour chaque position de sommet d'un triangle, enfin pour chaque sommet d'un triangle. Donc la carte graphique, c'est vraiment qui sont spécialisés dans l'exécution parallèle. Donc ça permet d'exécuter ça très rapidement, malgré qu'on peut envoyer, je sais pas, peut-être 10 000 sommets pour un chat. Enfin, sommet, je veux dire, c'est les points des triangles, quoi. Donc voilà. Et la dernière partie, la dernière ligne, ben, en gros, on va donner donc les coordonnées qu'on avait spécifiées en input de la texture. Bon, on lui dit ben, il n'y a pas de transformation à faire en fait, hein, donc on les laisse telles quelles. On va voir après à la suite qu'est-ce qu'on en fait. Ensuite, l'autre partie dans une carte graphique, c'est qu'on a dessiné des triangles, mais pour chaque triangle, ben, il va falloir déterminer quels pixels ils affectent sur notre écran. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie rasterizer d'une carte graphique. Donc on peut voir ici en schéma, donc en triangle, bah, il va déterminer quels pixels sont affectés quels pixels sont affectés et qu'on veut afficher sur notre écran, quoi. Est-ce que ça veut dire que l'image de gauche, le triangle rouge, c'est l'image que tu aimerais envoyer? C'est ça, oui. Et celle de droite en noir, c'est ce que l'écran va finalement afficher? C'est ça, oui. Bon, là, c'est très grossier, c'est des gros pixels, oui. Mais voilà. Et le but, c'est d'être le plus précis, d'être le plus ressemblant au pixel? C'est ça, oui. Après, on va voir quelques autres techniques un peu plus poussées pour améliorer un peu cet affichage-là. On va voir que ça pose quelques problèmes, ça aussi. Mais voilà, en gros, mais ça c'est vraiment la partie carte graphique qui le fait pour nous. Et on a une autre étape, la suivante, c'est aussi une façon, on peut la programmer cette partie-là, et c'est exécuter pour chaque pixel qu'on affiche sur notre écran. La carte graphique va demander quelle couleur on va afficher. Donc pour chacun de nos triangles de notre chat, on va aller rechercher sur la carte graphique. Donc ici, on aura la texture de notre chat qu'on a pu voir avant, les coordonnées. Donc ça, les coordonnées, elles sont fournies par la carte graphique qui nous dit voilà, je veux dessiner tel pixel à l'écran, peut-être que le pixel tout en haut à gauche. On lui dit voilà, on va chercher cette partie-là et on lui ressort en output, donc la variable output ici, la couleur qu'on va afficher du pixel, quoi. Et donc ça, c'est vraiment exécuter cette partie-là, elle est vraiment exécutée pour chaque pixel de notre écran. Et comme une fois, c'est encore, comment dire, c'est beaucoup d'exécutions parallèles, et donc les cartes graphiques, elles sont vraiment faites pour ça, quoi. Et donc voilà, après, on a notre chat qui est affiché. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que je parlais beaucoup d'écran, mais aussi on peut se dire, on n'affiche pas directement notre modèle à l'écran, mais on l'enregistre dans une image ou une texture, on peut appeler ça. Et on va voir pourquoi après, c'est vraiment intéressant. Voilà, j'espère que c'est clair cette partie-là. On pourrait se demander, est-ce que c'est tout? Non, j'ai simplifié. Il y a quelques petites choses en plus. Par exemple, quand on va afficher un monde 3D, on va afficher différents objets. Et les objets, ils peuvent être cachés par un autre. Donc, tu vois, un objet en chat mais devant le chat, on va afficher un autre objet. Et derrière le chat, on affiche un autre objet. Et il y a des objets, il faut, suivant leur profondeur, il y a un objet cachant un autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le dev testing, qui est aussi fait par la carte graphique. Et donc ça, c'est comment c'est fait. En fait, c'est dans une image, pour chaque objet qu'on dessine à l'écran, on va enregistrer quelle profondeur est cet objet-là. Et quand on va dessiner l'objet suivant, on va vérifier si l'objet suivant est derrière cette profondeur-là ou devant, et suivant ce cas-là, on affiche ou pas l'objet réellement à l'écran, quoi.
Il y a aussi l'instancing, ça c'est les cartes graphiques aussi, elles permettent d'afficher plusieurs fois le même objet avec des paramètres différents. Par exemple, on pourrait se dire on affiche une forêt, on a le même modèle d'arbre, mais on l'affiche à différents endroits avec peut-être des rotations un peu différentes. Et ça permet d'afficher par exemple d'immenses forêts de façon assez performante, quoi. Parce que si on affiche à chaque fois des modèles différents, c'est-à-dire des textures différentes, etc., ça peut être trop coûteux pour un jeu. Donc les cartes graphiques aussi sont pas mal pour cette partie-là. Je reviens juste sur le point d'avant. Si, admettons, il y a un objet qui est derrière un autre, celui qui est derrière, il est calculé ou pas du coup? Oui, mais ça dépend de toi en fait. Si tu l'envoies tel quel carte graphique, il sera calculé. Mais tu peux dire en input de la carte graphique, tu peux dire ah je sais que cet objet il est d'office derrière celui-là, donc je ne l'envoie pas à la carte graphique. Mais bon, les calculs ne sont pas forcément simples, et comme on dit, il faut être rapide aussi, hein. Donc on a 16 millisecondes pour calculer tout ça. Voilà, on fait à peu près généralement. On prend que les objets qui sont visibles dans l'angle de la caméra. Et parfois, on peut faire des tests grossiers pour voir si un objet est vraiment trop gros, il peut en masquer tout plein d'autres. Genre en bâtiment, il peut masquer tout ce qu'il y a dans le bâtiment. Donc, tous les objets dans le bâtiment, table, chaise, etc. Si on est à l'extérieur du bâtiment, là, on va dire on n'envoie pas tous ces objets à la carte graphique. Une autre partie aussi, c'est le blending. Donc ça, c'est la transparence que je n'ai pas parlé. Donc on peut afficher un objet, et après on peut afficher une vitre devant. Donc ça, c'est encore des calculs un peu différents pour la couleur. Et donc ça aussi, il y a des formules précalculées dans la carte graphique. On peut choisir comment on veut, quel blending on va appliquer, enfin quelle transparence on va appliquer pour chaque objet. Il y a aussi un truc un peu moins utilisé, c'est le Geometry Shader ou les Tessellation Shader. Donc les parties, j'ai oublié de dire, les parties ici qu'on programme, les Vertex Processor et Fragment Processor, pardon. Ce qu'on programme, c'est ce qu'on appelle des shaders. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu ça dans les jeux vidéo. Et ici, on en a d'autres que je n'ai pas mis dans le schéma, mais Geometry Shader et Tessellation Shader, ça permet on va dire, de rajouter de l'information. Par exemple, on pourrait se dire, une carte graphique, on veut afficher en animal et on va afficher tous ses poils. On ne va pas forcément envoyer tous les poils toutes les coordonnées des poils de l'animal à la carte graphique. On pourrait créer les poils directement dans la carte graphique via le Geometry Shader, par exemple. Mais bon, c'est des choses un peu moins utilisées. Par exemple, le Geometry Shader, je crois qu'il n'est même pas sur tout ce qui est mobile. Il y en a... À l'époque, quand j'avais regardé, c'était pas très répandu et pas forcément la meilleure façon de faire. Et voilà, il y a encore d'autres petites choses, mais je vais vous passer les détails. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait se demander avec tout ça, c'est comment est-ce qu'on applique par exemple des effets en jeu vidéo. Genre, on veut flouter une image, ou par exemple, on veut imiter un personnage qui est sous dans un jeu vidéo, donc on veut faire que l'image bouge, etc. Et donc là, on va voir par exemple en exemple comment on floute une image. Donc là, je reprends toujours ma pipeline. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer directement l'image à la carte graphique. Et cette image-là, on va l'envoyer sous forme d'un modèle 3D qui sera en fait en carré, qui sera formé de deux triangles. Donc ici, c'est vraiment le code ici. Ici, c'est vraiment... en gros, on a 6 points ici, donc c'est deux triangles côte à côte qui forment un carré. Et on va envoyer en gros ce modèle-là qui va prendre par exemple tout l'écran. Et on va l'envoyer avec la texture ici du chat, quoi. Et donc là, on revient à la partie programmable. Donc ici, on va demander quelle est la position de nos points de triangle sur l'écran. Ici, on ne fait aucune transformation matricielle parce qu'on veut vraiment que ça s'affiche vraiment sur tout l'écran. Donc c'est assez simple ici. Après, on a la partie rasterisation. Donc c'est vraiment déterminer quels pixels sont impactés par notre image. Et comme elle prend ici tout l'écran, on peut voir en rouge les deux triangles qu'on a envoyés. Là, tous les pixels vont être affectés tout simplement. Et la dernière partie, c'est flouter l'image. Donc là, je rappelle, ce code-là, il est exécuté pour chaque pixel de notre image. Et donc ici, c'est en flou assez basique, mais en gros, qu'est-ce que je prends ? Je prends le point central qui est en train d'être processé par la carte graphique, et je vais lui ajouter d'autres points avec certains offsets. Donc je vais aller prendre le point à gauche en haut, le point en bas à droite, etc. Les 4 points.
Et puis je fais une moyenne de tous ces points-là et ça fait en flou sur l'image, quoi. Et donc voilà, on a notre image floutée, quoi. Donc voilà, on a appliqué notre premier effet à travers des shaders sur une carte graphique, quoi. Non, mais on peut le faire juste en cercle ou juste sur des effets de voiture, par exemple, sur la vitesse. Le flou, il va être que sur les côtés. Ouais, c'est ça, on peut l'appliquer sur les côtés, on peut choisir. Parce que ici, ici, on a les coordonnées. Donc les coordonnées, je crois que ça va de 0 à 1 pour présenter 0 tout à gauche de l'écran, 1 tout à droite, et pareil pour en haut ou en bas. Et donc on peut choisir quelles coordonnées on veut, etc., quoi. Et on peut aussi envoyer d'autres informations en input. Ici, j'envoie que une information assez basique sur le shader, mais voilà, on peut envoyer d'autres informations, quoi. Et donc voilà, on a fait la deuxième partie, donc ça c'est vraiment la base de la carte graphique. Et maintenant on va utiliser mon jeu pour voir un peu comment ça se présente et comment on fait une image complète dans le jeu vidéo. Et donc là je vais utiliser un outil qui est assez sympa, ça s'appelle RenderDoc, qui permet en fait de débugger tout ce qui se passe au niveau de la carte graphique. Donc ici je vais aller rechercher mon jeu. Je vais lancer mon jeu avec cet outil de debug. Alors, hop. Voilà. Et là, je vais prendre une capture de cette image-là. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de trucs à charger. Enfin, un peu de temps, ça va vite. Voilà. Donc là, il y a une capture qui a été prise et on va pouvoir voir en détail comment on affiche toute cette image. Voilà. Donc là, on a l'outil de debug et on va un peu parcourir un peu tout ça ensemble. Et donc, je vais reprendre mon image. Donc ici, en jeu vidéo, une image, ça peut paraître simple, mais quand on regarde en jeu vidéo ici, on a plein de choses en fait qui se passent. C'est que on a le truc principal, par exemple les ombres, ça, tout le monde sait ce que c'est les ombres. Donc voilà. Après il y a d'autres choses peut-être un peu moins classiques, les normal maps, on va voir qu'est-ce que c'est. Ici on peut voir au fond des objets un peu transparents. Bon, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais ici on a dans la porte on a un petit filtre un peu transparent. On a du bloom, donc ça c'est vraiment de la brillance, donc on peut voir ici qu'un objet est un peu plus brillant, etc. Donc on va voir un peu ces différents effets-là, comment on les fait dans un jeu vidéo. On verra aussi l'anti-aliasing. Oui, Okay, c'est un peu ce qu'on parlait aussi justement de ta question sur la rasterisation. On va voir un peu... On verra aussi les LSS. Tu peux savoir si c'est x2, x4, x16, c'est ça? Tu vois ton anti-aliasing? Et donc dans mon jeu vidéo, dans mon moteur, on va dire, c'est découpé en à peu près 9 étapes. Et donc on va voir les étapes une par une. Et la première étape qu'on va faire, c'est afficher tous les modèles qu'on a besoin de voir à l'écran. Mais on ne va pas les afficher à l'écran, on va les rendre dans une texture. Donc c'est un peu la texture qu'on voit par exemple ici à gauche avec toutes les couleurs de notre objet. Mais aussi, on va garder d'autres informations qui vont nous être utiles pour plus tard. Par exemple, ce qu'on appelle les normales. Les normales, c'est quoi? C'est une image qui nous donne la direction des objets. Par exemple, ici, on a le sol. Pourquoi il est vert? En fait, on utilise les couleurs RGB d'une image. Et le R représente l'axe des X, le vert représente l'axe des Y, et le bleu, l'axe des Z. Donc Z, c'est en profondeur dans les jeux vidéo, contrairement parfois en mathématiques où c'est différent. Et donc ici, pourquoi il est vert? Parce que c'est l'axe des Y qui est vers le haut, donc c'est-à-dire que le sol, il a une direction vers le haut, quoi. Donc voilà, c'est ce que c'est ce qu'on appelle une normal map, quoi. Et ici, un autre exemple, c'est quelle est la position des objets, la profondeur, etc. Donc ici, c'est un peu le même principe. On utilise l'axe des X, Y, Z qui sont représentés par le RGB d'une texture. Et donc voilà. Et il y a d'autres choses. On va passer directement à la démo. Donc l'outil que j'ai pris la capture, on va pouvoir voir. Pardon, c'était pas ça. Je comprends pas. C'est pourtant celui-là. C'est à cause de ton full screen, je pense. Le full screen.
peut-être, je ne sais pas. Ok, voilà. Donc ici, on a pris une capture de mon jeu, et à gauche, moi, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais tout vous lire. On a les différentes étapes de ce qui se passe au niveau de la carte graphique. Et celle que je discutais, donc afficher tous les modèles, on va pouvoir la voir ici. Voilà. Blur, c'est le jeu de voiture, c'est ça? Là. C'est qui le... Et donc ici, on peut voir en fait à gauche les différentes instructions qu'on envoie tous les triangles à la carte graphique. Et donc là, on peut voir que le monde se dessine au fur et à mesure qu'on envoie des triangles. Donc là, on voit, voilà, on voit les différents dessins les différents triangles qui s'affichent à l'écran, quoi. Et donc une fois qu'on a envoyé tous ces modèles-là, on a ce résultat-là. On peut voir qu'il est beaucoup moins beau que l'original. Donc là, on a vraiment juste les couleurs des modèles. Mais comme je disais, ce n'est pas la seule sortie qu'on a de ça. Alors, si ça veut bien... Ah, il l'affiche différemment de chez moi. Donc aussi, comme je disais, on a les normal maps ici. Donc ça te permet de donner l'orientation de tous les objets. Enfin, orientation, c'est à quelle direction ils sont, quoi. Et ici, on en a une autre qui contient plusieurs informations. Donc ici, on va voir que chaque objet dans le monde réel, il reflète la lumière différemment, etc. Donc on a par exemple ici c'est ce qu'on appelle la roughness, donc c'est à quel point un objet est lisse ou pas, et suivant s'il est lisse ou pas, il reflètera la lumière différemment. Et donc plus c'est foncé, plus l'objet est lisse. Donc ici par exemple le sol, on peut voir qu'il est assez foncé, donc on va voir qu'il reflète pas mal la lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première image, on voit pas mal de reflets sur le sol parce qu'on a l'impression qu'il est très brillant. Donc voilà. Et il y a une deuxième couche sur cette image-là, où là, on affiche en fait tout ce qui est métal. Bon, ici, j'ai pas beaucoup de métal dans mon jeu vidéo, mais ici, on a les bouches d'aération qu'on peut voir ici qui sont en métal. Et le fond là, il n'y a rien de chargé, c'est pour ça qu'il affiche l'autre don't care. Donc voilà, ça c'était la première étape, c'est vraiment enregistrer dans des images différentes informations de nos modèles qu'on va utiliser par la suite pour un peu, on va dire, améliorer l'image. Et la dernière que je n'ai pas montrée, c'est ce que j'appelle la depth map. Donc ici, on peut voir la profondeur des objets. Donc plus c'est foncé, plus ils sont proches de la caméra, et plus c'est blanc, plus ils sont loin de la caméra. C'est aussi une information très importante. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, on peut essayer d'améliorer l'image. Et si on observe un peu la réalité, c'est parfois pas facile à voir, mais quand on a des recoins ou des zones un peu plus clôturées, elles sont un peu plus foncées parce qu'il y a moins de lumière qui arrive. Parce qu'en jeu vidéo, on ne va pas calculer la lumière comme dans la réalité, où on a des photons qui arrivent à certains endroits, qui rebondissent à d'autres, qui rebondissent, etc. C'est très compliqué. Bon, on y arrive plus ou moins maintenant dans les jeux vidéo actuels avec le ray tracing, mais bon, ça reste pas simple à mettre en place. Il y a quand même quelques astuces, et c'est pas forcément l'idéal, mais ici, ça c'est plutôt, on va dire, les jeux il y a quelques années, et encore les jeux actuels, ils utilisent ça, il ne faut pas se leurrer. Et donc ici, c'est une technique qu'on appelle l'ambient occlusion, ça permet d'essayer de déterminer quelles sont les zones sombres sur une image, quoi. Et donc ici, on a un petit schéma qui représente un peu ça. Ce qu'on va faire, c'est que pour ici, donc on a notre écran, et pour un pixel à l'écran, ici on a notre modèle 3D en bas, et on va essayer de déterminer un petit cercle autour du pixel pour savoir s'il y a beaucoup de matière autour qui pourrait faire que cette partie-là soit sombre. Donc ici, c'est un endroit assez sombre en fait ici, parce qu'on remarque qu'on a testé différents points. Il y a la première ici, croix en verte, où là on n'a rien touché, mais par exemple tous les autres points qu'on a testés, ils sont en rouge, et donc là ça va être une zone assez foncée. Contrairement à par exemple à l'autre partie ici, où là la zone elle est un peu moins foncée parce qu'il y a moins d'occlusion, on va dire, autour. Et donc là, notre pixel on va un peu moins le foncer, quoi. Et donc là, pareil, on peut retourner en démo pour voir un peu comment ça se passe
dans mon jeu, mais aussi c'est dans la plupart de tous les jeux même qui sortent actuellement, on peut avoir ça. Donc ici on a l'étape ambient occlusion. Alors ici j'ajuste un peu l'image, mais voilà, ici on peut voir toujours la même image que j'ai dans mon jeu. On peut voir les différentes zones un peu qu'on pourra assombrir ici. Donc ça aussi c'est une information qu'on garde, qu'on n'applique pas encore, mais donc ici on peut voir par exemple autour des blocs, c'est un peu plus foncé parce qu'il y a un peu moins de lumière qui peuvent rebondir là-dessus, quoi. Donc voilà. Et bon, comme je disais, ici on teste quelques points, parce qu'on ne peut pas tout tester tellement ce serait trop gros comme calcul. Et donc on peut voir qu'on a un peu des défauts ou des trous dans nos tests. Et donc ce qu'on va faire pour améliorer un peu ça, on va un peu flouter l'image. Et donc c'est toi qui décide où est la lumière, tout ça, ou c'est la carte graphique qui le fait tout seul donc ici ça dépend pas vraiment des lumières qu'on place dans le monde. Ici ça dépend vraiment de si on a des recoins, c'est plus foncé en fait, tout simplement. Et donc ici on détermine juste vraiment ce qui est en recoin, peu importe le nombre de lampes qu'on a. C'est pas forcément des calculs justes, mais bon, en jeu vidéo, comme je dis, il faut aller vite. Donc on fait des optimisations comme on peut. Et donc ici, on a la seconde étape, donc ça c'est le flou. Donc là, il a un peu flouté l'image, et le flou, c'est, comme j'ai montré avant, en flou, on peut prendre un point de l'image et prendre les autres points autour. Et si on prend les autres points autour de l'image, ça veut dire qu'on va faire 9 appels à l'image pour un point, pour flouter l'image, ce qui peut être quand même coûteux. Donc une astuce, c'est de flouter d'abord tous les points verticalement, et puis après tous les points horizontalement, ce qui donne le même résultat, mais sauf qu'on n'a que 6 accès à la texture et pas 9. Et ça grandit encore quand on le fait plus sur ça. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a 2 passes pour flouter l'image. Donc voilà, ici on a notre image un peu mieux floutée qui donne un meilleur résultat à la fin. Ou un peu moins les trous. Donc, je dis, c'est jamais parfait, mais s'il faut, c'est que ça fasse l'effet. Donc voilà. Alors, l'étape suivante, et c'est-à-dire la toute grosse étape qui m'a fait arracher pas mal de cheveux, c'est afficher les ombres dans un jeu. Alors, on va voir, c'est assez simple à comprendre, je pense, j'espère. La première étape, ce qu'on va faire, c'est rendre notre scène une deuxième fois, mais du point de vue de la lumière. Donc ici, on a vraiment le sol, une sphère, et on a notre lampe ici en jaune. Et donc on va rendre notre scène du point de vue de la lumière, mais on n'a pas besoin de rendre les couleurs, etc. Ce qu'on veut savoir, c'est à quelle profondeur est notre scène. Donc ici, le résultat, on peut le voir ici à droite. Et donc plus c'est foncé, plus on est proche de la lumière. Donc ici, on peut voir la sphère ici et notre sol en bas, en gris. Donc ça, c'est la première étape pour faire des ombres, je veux dire, de façon plus ou moins moderne, qui est utilisée dans la plupart des jeux vidéo. Et la deuxième étape, c'est déterminer est-ce qu'on a une ombre. Et en fait, par exemple, ici, on va déterminer au point P ici, est-ce qu'on est dans une ombre ou pas. Et en fait, le calcul, il est assez simple, quelques transformations au niveau de l'espace, mais en gros, on va vérifier que le vecteur entre la lampe et le point qu'on veut tester et le vecteur entre la lampe et le S qui est notre profondeur, donc c'est ce qu'on va rechercher dans la texture qu'on a calculée à droite. Si le vecteur entre L et S est plus petit qu'entre L et P, eh bien on sait qu'on doit afficher on doit afficher une ombre pour le point P. Et par contre, si les vecteurs sont égaux, on n'est pas dans l'ombre en fait. Donc voilà, on peut se dire que c'est finalement assez simple, mais peut-être est-ce que c'est pas trop simple? Si vous faites ce que je viens de dire, vous allez avoir l'image de gauche alors qu'on voudrait avoir l'image de droite. Et qu'est-ce qui se passe à l'image de gauche? C'est que on compare des valeurs, mais on a utilisé des flottants. Les flottants, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas toujours précis comme calcul. On fait des calculs dessus, on peut avoir un peu une perte de précision. Et donc, ici, avec une perte de précision, on peut voir qu'il y a des zones qui sont un peu dans l'ombre, pas tout à fait. Donc voilà, ça donne un peu l'artefact qu'on a à gauche, alors qu'on voudrait plutôt le résultat à droite. Et une solution simple à ça, qu'on pourrait se dire, c'est ajouter ce qu'on appelle un bias ou un petit offset à notre test pour ne plus avoir cet effet-là.
Mais si on ajoute le petit offset, ben on peut un peu se tromper, on peut avoir l'impression qu'on a un peu comme à gauche des objets qui flottent, parce qu'à cet endroit-là, ben, notre petit offset il fait un petit décalage et c'est pas top, quoi. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir des calculs beaucoup plus compliqués au niveau de l'offset pour essayer de déterminer le plus petit offset possible, mais sans avoir d'artefact. Donc c'est des formules parfois assez complexes. Et il y a d'autres façons, je ne vais pas expliquer ici, mais de façon de rendre l'objet un peu différemment qui peut aussi aider au résultat, quoi. Un autre problème qu'on peut avoir aussi, enfin qu'on a forcément, c'est que si on fait la première technique que j'ai évoquée, on va avoir plutôt l'image de gauche que l'image de droite. En fait, quand on va rendre la texture du point de vue de la lampe, cette texture-là elle va avoir forcément une résolution, par exemple 1024 pixels par 1024 pixels. Mais chaque pixel de cette image-là ne correspond pas forcément pile poil à un pixel sur notre vue de la scène du point de vue de la caméra. Et donc on va avoir un peu de l'aliasing qu'on peut voir ici, quoi. Et ça, c'est un problème vraiment pas facile à résoudre. On pourrait dire qu'on incrémente la taille de l'image du point de vue de la lampe, mais on ne peut pas faire des images de 10 000 pixels par 10 000 pixels, autrement ce serait beaucoup trop grand. Donc une des premières astuces, c'est de faire plusieurs images, et en fait on va avoir des images de plus haute résolution et qu'on va utiliser pour ce qui est proche du joueur de la caméra. Et plus on sera loin, on va utiliser des images un peu de moins haute résolution. Donc ça peut aider. L'autre façon d'aider aussi, c'est de se dire, on va appliquer un petit peu en flou sur cette image-là pour essayer un peu de masquer ce problème-là. Et donc une fois qu'on a fait ça, on passe en gros de l'image de gauche où on a ça, où on peut avoir un meilleur résultat, on a l'image de droite. Bon, un autre problème qu'on a après, c'est ici j'ai pas vraiment la présentation, mais quand on va bouger la caméra, vu que on est un peu flouté, on va voir l'ombre un peu trembler, parce que ça va changer de pixel en pixel. Et donc là, il faut trouver encore des autres algorithmes pour essayer de stabiliser l'ombre. Donc au final, l'algorithme d'ombre est vraiment très simple, mais quand on veut de la bonne qualité, c'est très complexe. Et je vous passe pas mal de problèmes. Une dernière petite chose aussi, il ne faut pas oublier, c'est, comme je disais, quand on veut rendre une scène, ce qu'on affiche, c'est tous les objets qui sont vus par la caméra, et on n'en voit rien d'autre à la carte graphique, parce que ce serait du calcul pour rien, en fait. Mais pour les ombres, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on peut avoir des objets qui sont en dehors du champ de la caméra, mais qui envoient quand même des ombres sur le sol, par exemple, ici, comme représentation. Donc là aussi, il faut faire aussi des calculs un peu plus complexes, il faut essayer de déterminer, par exemple, le soleil, quels objets il pourrait potentiellement refléter, qu'il faut absolument que j'affiche, que j'envoie à la carte graphique. Et donc là, pareil, on peut voir sur notre debug la partie ombre. Donc là, je ne sais pas, je vais me tromper. Est-ce que j'agrandis ou je rétrécis? Je ne sais pas, je suis perdu. Voilà, c'est bon. Ouais. Donc ici, voilà, on va faire comme je disais, le rendu du point de vue de la lampe. Donc ici, dans mon jeu, le soleil était placé en haut à gauche, on va dire, plus ou moins. Et donc là, on va réafficher toute notre scène, mais juste avec la profondeur des objets. Donc j'ai dit plus foncé, c'est plus proche de la lampe. Et plus clair, plus loin de la lampe. Donc on va afficher toute notre scène. Alors j'arrive à la fin. Et donc voilà, on a le résultat là, mais comme je dis, pour avoir une bonne qualité d'ombre, on a plusieurs... voilà, ici on a une vue beaucoup plus éloignée. Donc ça c'est vraiment une image qu'on va utiliser pour ce qui est vraiment loin de la caméra, mais ce qui est proche, on va avoir une résolution beaucoup plus élevée, mais qui ne représente pas ce qui nous permet de pas calculer toute l'ombre de notre jeu, mais juste vraiment ce qui est près du joueur. Et donc là on a une résolution plus élevée par exemple. Et du coup, dans ton jeu là, tu n'as qu'une lumière? Ici, oui. Enfin, j'ai qu'une lumière qui fait de l'ombre. On peut voir aussi dans les jeux vidéo, on a souvent pas mal de lumière, parfois énormément de lumière, mais il n'y en a que quelques-unes qui affichent vraiment des ombres parce que c'est coûteux, quoi.
Ici, Là, il faut... c'est juste pour avoir des effets sur les textures, du coup, les lumières, c'est ça qu'elles te servent, les autres? Ouais, c'est ça. Bon, on va voir dans les étapes suivantes le calcul de l'éclairage. Mais oui. Donc voilà. Et donc là, on a juste la texture qui permettra de calculer l'ombre, mais qu'on va voir après, plus tard dans les étapes suivantes. Oups. Justement, on y est. Calcul de la lumière. Calcul de la lumière sur une surface, c'est pas si compliqué que ça, en gros. Enfin, la lumière de base, je vais dire. Donc en fait, on a une lampe ici, donc on peut représenter ça par un vecteur. On a notre surface qui a la normale qu'on a déjà vue tout à l'heure. Et en fait, calculer quelle est la portion de lumière qui atteint la surface, c'est en gros, je pense que c'est le dot product en anglais, produit scalaire en français, si je ne me trompe pas. Et donc en gros, on va faire le produit scalaire entre le vecteur de la surface vers la lampe et de la surface vers la normale. Et plus la lampe tape vraiment directement sur la surface, plus l'éclairage va être élevé. Mais bon, l'éclairage n'est pas que ça. Il y a par exemple la partie spéculaire. Donc c'est plutôt les reflets. Bon, je peux essayer de montrer dans le jeu vidéo. Mais aussi, donc c'est ici que je montre. Donc on a la couleur de notre texture. Donc là, on affiche le produit scalaire que je n'ai plus que montrer. Ensuite, il ne faut pas oublier de rajouter les ombres qu'on a vues précédemment. L'ambiance occlusion qu'on a vue aussi. Il y a aussi différents calculs sur le PBR, c'est Physical Based Rendering, donc on va se baser sur le matériau des objets pour savoir comment ils reflètent la lumière, etc. Donc ça c'est des calculs, je ne vais pas vous détailler le truc, mais en gros ça se base sur la rugosité de l'objet et si c'est un objet en métal ou pas. Et les normal maps, ça je vais essayer de vous montrer une petite astuce quand même que je n'ai pas encore montré. Donc le normal map on l'a déjà vu, mais je vais montrer une autre astuce. Et aussi, comme je disais, on triche un peu quand on calcule la lumière, donc il y a des ombres où on pourrait se dire qu'elles ne sont pas du tout illuminées, si on fait des calculs aussi simples que ça. Et donc on va rajouter un peu de la lumière juste ambiante, un peu fake, pour ne pas avoir des zones totalement sombres dans un jeu vidéo, quoi. Et donc cette partie-là, pareil, je peux la remontrer en démo. Je vais refermer ça. Alors... voilà. Donc ici, il n'y a pas grand chose à montrer à part que voilà, on a le Vertex Shader qui a calculé un peu toute la lumière, il a appliqué les ombres et voilà. Alors ce que je voulais montrer, c'est... J'essaie de relancer le jeu, bon, je sais bien que ça va pas très bien ici en démo, mais ça devrait quand même passer. C'est une petite astuce de tricherie dans les jeux. Alors, je regarde le meilleur moyen de montrer ça. Voilà, ici, on a une texture où on a l'impression que on pourrait avoir un petit relief dessus. Par exemple, les encadrés, on a l'impression qu'ils sont un petit peu les encadrés gris sont un petit peu en profondeur, etc. Ici, le sol, on a l'impression qu'on a du carrelage, mais en fait, le sol est totalement plat. Et en fait, on va tricher. En fait, c'est que les normales ici, on va dire que en fait, ce sol totalement plat, mais il n'est pas vraiment plat. On va dire que pour calculer la lumière, tu fais comme si c'était des carrelages qui étaient biseautés sur les côtés. Et donc en trichant avec ça, on a un calcul de lumière assez réaliste et on a l'impression que la texture n'est pas plate, alors qu'elle est totalement plate, quoi. Donc ça c'est... Et ça on peut voir par exemple dans les jeux vidéo, quand on se met par exemple vraiment très contre un mur comme ça, on peut voir que c'est totalement plat, alors que quand on se met de face, on a l'impression que c'est un peu rugueux. Et ça, c'est encore aussi pour une question de performance. On ne peut pas se permettre d'afficher, enfin, d'envoyer chaque carrelage à la carte graphique, etc. Donc, on a des petites astuces comme ça. Et donc, ça, on la revoit. Voilà. Ici, on a notre normal map. Donc, ici, on a faké. En gros, c'est pas juste, le truc est totalement plat, mais on a dit que la direction de ce carrelage-là au coin, on fait comme si c'était un petit peu parti vers la gauche. Et donc, quand on fait le calcul de l'éclairage, ça donne un résultat assez réaliste. On a l'impression que c'est pas totalement plat, quoi. Donc voilà pour l'éclairage. Pour la carte graphique, c'est moins coûteux de faire semblant de lui dire qu'il y a une ombre ou un angle,
Ouais. plutôt que de mettre une texture plus foncée. Bah, on peut aussi jouer sur la texture, mais il faut aussi de l'éclairage qui va avec, quoi. Ça dépend. Par exemple, si on est dans un jeu vidéo où on a le soleil qui tourne, si ta texture elle reste foncée que d'un côté mais pas de l'autre, si le soleil tourne, bah, l'effet il n'est plus là si on a le soleil qui tourne. Après, Donc, sur du carrelage biseauté, peut-être que ça se verra pas trop. ouais, bah, c'est un choix à faire aussi, hein, Et donc, bah, il y a la partie anti-aliasing. Donc ça, on peut voir, bon, ici l'effet est peut-être un peu exagéré, mais sur l'image de gauche, on peut voir que bah, c'est un peu saccadé. Enfin, je sais pas si on le voit assez bien ici, mais Ouais, ça se voit bien. et, et ça, c'est pourquoi? Bah, parce que voilà, on a dit pour un pixel, on affiche notre modèle, ou pour juste celui à côté, bon, on a décidé qu'il n'y a pas assez de portions de notre modèle qui devait être utilisée pour afficher le pixel. Donc ici, c'est pixel par pixel, on détermine si oui ou non. Donc en gros, true ou false si on affiche notre modèle dessus. Mais bon, ce qui fait qu'on a des saccades quand on n'a pas une assez grosse résolution sur notre écran. Et donc l'astuce, en gros, c'est si on floute un peu tout, on arrive à un résultat plus ou moins correct. Mais bon, flouter, c'est un peu trop simple et ça ne donne pas vraiment des bons résultats. Donc il y a plusieurs techniques d'anti-aliasing, il y en a même énormément. J'ai pris les plus populaires. Il y a le MSAA, c'est Multi-Sample Anti-Aliasing. Là, le but, c'est vraiment aussi la carte graphique qui nous aide à ce niveau-là, c'est vraiment hard-codé dans la carte graphique. C'est pour chaque modèle qu'on affiche, on va le décaler d'un petit offset un peu à gauche, une fois à droite. Et c'est ça qu'on appelle le MSAA, 4 fois, 8 fois, etc. C'est-à-dire qu'on va rendre notre scène plusieurs fois, mais à des petits offsets différents. Et après, on fait vraiment une moyenne de la couleur du pixel pour déterminer la couleur exacte, quoi. Et heureusement que ça recodé dans la carte graphique, parce qu'autrement, faire ça à la main, c'est quand même rendre la scène 8 fois ou 16 fois, ce serait beaucoup trop énorme, quoi. Il y a une autre technique, c'est celle que j'utilise dans mon moteur. C'est vraiment une technique post-affichage. Donc une fois qu'on a rendu notre scène, on applique sur l'image, sans une espèce de flou, mais en flou un peu intelligent, quoi. Donc on va voir que par exemple entre ici le poteau là et le ciel, il y a une grande différence de profondeur. Donc là on peut se dire, et une différence de couleur aussi qui est un peu différente. Donc on va essayer d'appliquer le flou, mais uniquement cette partie là de l'image, parce qu'on ne veut pas non plus flouter toute l'image, toutes les couleurs de la texture. Donc on essaie de déterminer par algorithme quelles sont les parties à flouter. Mais bon, parfois la détermination n'est pas correcte, et cette technique-là a le désavantage qu'on peut avoir l'impression d'avoir un jeu parfois un peu flou, quoi. Mais elle est très peu coûteuse. Et il y a une autre technique où c'est la même un peu qu'au-dessus, mais bon, elle n'est pas très détaillée, elle a été développée par Nvidia et je crois qu'ils ne donnent pas trop l'algorithme qu'ils ont utilisé. Mais en gros, c'est quand on bouge la caméra, il ne faut pas que les pixels sautent et qu'on voit vraiment la différence au moment où on bouge. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion de temporal en plus, quoi. Entre chaque image, ils arrivent à déterminer quel était le pixel avant qui était de telle couleur, et on essaie de avoir le même une fois qu'on a bougé, quoi. Et donc là, pareil, on peut revoir la... Donc ici, c'est l'image de base que je reçois en entrée. On va zoomer ici. Donc là, on peut voir qu'on a de l'anti-aliasing sur cette partie-là. Et en appliquant un flou un peu intelligent, je ne sais pas si on a bien vu la différence, mais bon, ici parfois un petit peu, ouais. Donc là, c'est un peu flouté, donc ça donne un meilleur effet, quoi. Après, on peut ajuster le flou, mais plus on floute, ça peut donner un meilleur résultat sur les arènes, mais ça peut flouter un peu trop les textures. Donc voilà, c'est pas mal d'ajustements à faire, quoi. Donc voilà pour l'anti-aliasing. Un autre effet, c'est le bloom. Donc ça, c'était vraiment typiquement dans mon jeu vidéo, c'était les lasers. Et donc là, on veut faire en effet un peu de brillance. Et donc là, ça se fait en 4 étapes en gros. Donc ici, on peut voir l'image à gauche et le résultat de base. Et ce qu'on veut obtenir, c'est ce qui est à droite. En ce moment, d'avoir un effet de lampe, mais ce n'est pas vraiment une lampe, quoi. Et donc en fait, ici, on va dire que toutes les couleurs de l'image, ils vont de la plage 0 à 1. Et ce qu'on veut voir qui est en surbrillance, on va utiliser des valeurs au-dessus de 1. Et après, ces valeurs-là, on va les traiter pour arriver à l'effet de droite. Donc la première étape, c'est préfiltrer. En gros, ce qu'on va faire, c'est prendre l'image et prendre que la partie qui est
en surbrillance, donc c'est-à-dire une valeur supérieure à 1. Et donc là, on va se retrouver avec une image qui a que ici les parties jaunes, quoi. Et après, on va appliquer différents algorithmes. Bon, là, ça a été repris du jeu Call of Duty en des derniers, je crois. Vous avez trouvé une technique qui était pas mal. On pourrait se dire on peut flouter les points jaunes pour qu'ils s'éparpillent un peu plus, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent la taille de l'image et puis ils la réagrandissent et ça fait un espèce de flou avec différentes combinaisons. Et ça donne un effet un peu mieux qu'en flou, quoi. Et après, on va recombiner, donc c'est-à-dire que notre image avec les points jaunes, on va la recombiner avec l'image de gauche, et ça donne ce résultat-là, quoi. Donc ici, je vais montrer rapidement comment ça se passe. Donc ici, c'est la partie pré-filtering. Donc ici, dans mon image, j'ai quelques points ici qu'on peut voir en vert. Donc ça, c'est le laser qu'on vous voir en surbrillance. Et ici, au fond, c'est une espèce de radiateur qui émet un peu de chaleur. Donc on veut que ce soit un peu répandu. Et je crois qu'il y a encore un autre point de laser ici à gauche. Ça, c'est vraiment la partie pré-filtering. Et après, on va appliquer, comme je disais, différentes étapes. On réduit la taille de l'image et puis on la ragrandit. Et ça donne un peu une espèce de flou. Et donc voilà, ici, on voit que c'est un peu, après ces différentes étapes-là, on a le point vert qui a un peu été étendu. Et pareil, donc je ne sais pas sur l'image, je peux un peu zoomer, mais voilà, donc on voit que c'est un peu étendu, quoi. Et là, quand tu dis agrandir le précis, c'est upscale et downscale. ouais, c'est ça. Donc ici, on peut voir l'image. Si je prends l'étape là, donc ici, l'image, elle fait 960 pixels x 600, alors que sur mon écran, je suis à 1980, je crois, au final, quoi. Ouais, peut-être pas encore là. Ouais, ici, à 1920, au final, fois 1200. Et donc, ici, on peut voir, par exemple, le point vert qui est un peu plus lumineux, quoi. Ou l'espèce de radiateur au fond qui est aussi qui donne un meilleur effet, quoi. Donc voilà, c'est un effet en plus qu'on applique. Donner un peu plus de réalisme. Alors, avant-dernière étape, c'est les reflets. C'est un truc que j'ai ajouté assez récemment dans mon moteur. Reflet, je pense que vous savez tout ce que c'est. Hein. C'est refléter une image, par exemple, c'est une surface brillante ou un miroir, etc. Alors, je ne vais pas vous faire tous les calculs, mais en gros, ce qu'on fait, c'est des lancers de rayons pour un pixel, et on va essayer de retrouver est-ce que le rayon reflété, est-ce qu'il va toucher une surface, et s'il touche une surface, quelle surface c'est, et est-ce que c'est ce qu'on doit afficher le reflet. Bon, il y a pas mal de calculs à faire. Ce n'est pas des calculs simples parce qu'il faut se rappeler que ici je représente un monde 3D, mais nous on n'a pas vraiment un monde 3D, on a des images 2D qu'on a sauvegardé les données, donc il faut revenir parfois sur ça, qu'on voit des vecteurs qui reviennent au niveau de l'écran pour pouvoir recalculer la profondeur correctement, etc. Et donc là pareil, une petite démo rapide. Bon, ici, ça donne ce genre d'image. Donc ça, c'est l'image qui contient tout ce qui est reflet. C'est pas très parlant, mais en gros, elle contient les couleurs des reflets. Et il y a une quatrième. On utilise le RGB pour les reflets. Et le dernier point, ça nous dit est-ce qu'on doit appliquer le reflet ou pas. Donc ici, par exemple, on a le sol qui est très brillant dans mon jeu. Et ici, on a le cube qui doit être reflété. Donc il est en. Donc là, on dit qu'on applique beaucoup de reflets à cet endroit-là, quoi. Et donc dans la scène finale, on va appliquer le reflet pour ça, mais d'autres parties non. Et aussi pour améliorer un peu le reflet, le reflet c'est généralement un peu flou, c'est pas totalement net, donc on a aussi des passes de flou pour ces images-là. Donc ici on a l'image un peu floutée par rapport à avant, quoi. Et puis après on a l'image finale où on ajoute les reflets donc ici sur l'image finale, quoi. Voilà. Alors l'avant-dernière étape, il y a les objets transparents. Et les objets transparents, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait tous les algorithmes qu'on a vus avant, ils fonctionnent pas vraiment avec les objets transparents. Par exemple, les ombres, on a vu qu'on avait une texture qui nous montrait à quelle profondeur on était par rapport à la lampe. Mais quand on a des objets transparents, c'est-à-dire qu'on devrait avoir deux données de profondeur, un pour avant l'objet transparent et un après.
ce qui fait beaucoup trop de données à sauvegarder. Donc ce qu'on fait, c'est que les objets transparents, on les traite un peu à part, on les traite un peu moins bien, on a des algorithmes un peu simplifiés, et on doit aussi les traiter de façon du plus éloigné au plus proche pour pouvoir calculer correctement les couleurs. Donc ici, on peut voir sur l'image de gauche que les couleurs ne sont pas bien calculées parce que les objets n'ont pas été appliqués dans l'ordre, contrairement à l'image ici de droite qui sont appliqués correctement. Et donc là, on a aussi, pour chaque objet transparent, on a des calculs de lumière aussi qu'on doit refaire parce qu'on a déjà passé toutes les étapes de calcul de lumière. Et donc ici, on peut voir que... Non, ça ne marche pas bien. Voilà, donc là on va voir au fur et à mesure qu'on affiche, je ne sais pas si vous voyez, la porte au fond, on a l'objet transparent qui apparaît. Après il y a quelques lasers qui apparaissent, du plus éloigné au plus proche de la caméra pour ne pas avoir d'erreur. Et donc au final on a voilà, cette image-là avec tous les objets transparents qu'on a rajoutés par-dessus. Et on arrive à la fin, le dernier point, en jeu parfois il y a une interface graphique, donc une UI qu'on appelle ça. Donc ici je prends une image où voilà, on peut voir les différents UI, et pareil dans mon jeu j'ai ça aussi. C'est que on peut regarder tout en bas, ici à droite j'affiche différentes choses, quoi. Et je pense que je vais vous montrer juste un truc intéressant si je le trouve. Ici par exemple en bas, ici j'affiche du texte pour afficher les touches de clavier. Le texte, on utilise aussi une texture qui contient à peu près toutes les lettres de l'alphabet, où on s'arrange pour les avoir à peu près toutes. Ce qui peut devenir compliqué dans le langage japonais où on a beaucoup de caractères possibles. Donc voilà, on va utiliser ces textures-là pour les afficher ici en bas. Tu mets quoi? Tu mets un espèce de pochoir et tu dois coller dans les coordonnées là, pour la texture? Ouais, c'est ça. Donc vraiment pour chaque lettre, on détermine la coordonnée, et la texture là, on la précalcule côté CPU avant, quoi. Et donc voilà, on a notre image finale. Donc on a vu pas mal de choses, je pense. D'abord rendre les différents objets dans les textures, après appliquer on peut assombrir certains points sur l'image si c'est dans des recoins, l'éclairage, les ombres, l'anti-aliasing, le bloom, donc les effets de brillance, les réflexions, les objets transparents et l'affichage. Et donc voilà. Bon, ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais en gros, c'est ce qu'on appelle le GraphSet, donc c'est toutes les étapes, qui a besoin de quoi, etc., quoi. Mais bon, et donc voilà. Merci.